France de laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses de nous-mêmes. Donc plus besoin de ton assistance. Partagez la vidéo. Laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses de nous-mêmes. Donc plus besoin de son assistance. Afrique, réveillons-nous, on a déjà trop dormi. On a tellement dansé que la musique est déjà finie. Il n'y aura jamais un Père Noël qui viendra ici nous sauver. Ils sont venus devant nous, ont assassiné Kadhafi. Mon Afrique, n'as-tu pas marre de voir tes enfants aller mourir à la mer, à la recherche d'un lendemain? Vas-y, sors de ton sommeil, voici ton temps de rayonner. On est fatigué de cette Afrique qui ne pense qu'à quémander. C'est à la France de laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses de nous-mêmes. Donc plus besoin de ton assistance. C'est à la France de laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses de nous-mêmes. Donc plus besoin de son assistance. C'est à la France de laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses de nous-mêmes. Donc plus besoin de ton assistance. C'est à la France de laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses de nous-mêmes. Donc plus besoin de son assistance. Afrique, réveillons-nous, on a déjà trop dormi. On a tellement dansé que la musique est déjà finie. Il n'y aura jamais un Père Noël qui viendra ici nous sauver. Ils sont venus devant nous, ont assassiné Kadhafi. Mon Afrique, n'as-tu pas marre de voir tes enfants aller mourir à la mer, à la recherche d'un lendemain? Vas-y, sors de ton sommeil, voici ton temps de rayonner. On est fatigué de cette Afrique qui ne pense qu'à quémander. C'est à la France de laisser l'Afrique. Oh là là, Dunga Didi. C'est l'heure de faire les choses de nous-mêmes. Donc plus besoin de ton assistance. C'est à la France de laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses de nous-mêmes. Donc plus besoin de son assistance. Salut, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, peuple d'ici et d'ailleurs. Doumbia Zouzou le Gangamba, Kwame Justine, Digbo Dogué, ma première fois que je vais te suivre, Serge Nyambo Ibalé. Tu ne seras pas déçu, mon gars. Si tu suis le fédéral, tu ne seras jamais déçu. Mais je vous demande humblement de partager la vidéo. Parce que vous me connaissez très bien déjà. Sur les réseaux, vous me connaissez très bien. Donc, il faut humblement partager la vidéo. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Invitez tous vos amis. Tous ceux qui sont susceptibles d'entendre la voix de la vérité, il faut les inviter. Tous ceux qui sont donc susceptibles d'entendre le message de libération, il faut les inviter. Invitez vos amis, envoyez cette vidéo dans pratiquement tous les groupes. Dans tous les différents groupes. Envoyez la vidéo dans tous les différents groupes. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'il faut partager. Vous savez pourquoi vous devez partager? Partager veut dire informer. Partager veut dire toucher le maximum de personnes. Partager veut dire influencer. Partager veut dire impacter. Partager veut dire influencer le niveau du débat politique. Donc, chers amis, partagez. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous devez partager au maximum. Dites à tous ceux qui ne sont pas encore connectés
que Fédéral 001 vous livrera un message relativement à la visite express de Emmanuel Macron en Afrique. Qu'est-ce qu'il se passe donc au niveau de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de projeter par rapport donc à l'organisation du 6 août? Sinon que du 7 août, vous devez partager au maximum. C'est donc en fonction de vos partages que je pourrais avoir la haine de pouvoir bailler. Si toutes les fois que vous ne partagez pas, je serai obligé, il y en a qui m'ont déjà vu faire ça, je serai obligé de couper le live et puis on va passer à autre chose parce que moi, c'est les partages. Emmanuel Macron en Afrique menace le Mali, menace toute l'Afrique et vous devez savoir beaucoup de choses. Kwaku Marc soit salué, il dit mon fédéral, salut mon fédéral. Zongo Abdul, je dis partagez la vidéo au maximum. Il faut que la vidéo arrive à faire tache d'huile. Partagez la vidéo, invitez vos amis, invitez tous ceux qu'il y a invités, invitez tous les différents panafricanistes parce que nous sommes dans le cadre du combat panafricaniste. Je voudrais tout personnellement saluer tous les différents panafricanistes, mon ami et frère, le politologue Sékou Tounkara et toute sa suite. Saluer mon ami et frère Souleymane Gbagbo Koné, panafricaniste. Je voudrais saluer mon ami et frère Soulé de Paris, Doumbia Zouzou, Fédéral 001, il faut que je me salue moi-même, Nina la Lionne Douchka Pakora et tout ce bon monde. Sans oublier KGB le gourou panafricaniste, la guêpe panafricaniste. Voilà, nous sortons naturellement de nos carcans nationalistes, c'est-à-dire ivoiriennes, et nous nous plongeons par solidarité de la lutte africaine, alors nous devenons subitement et donc royalement des panafricanistes. Je vous demande de partager la vidéo. Soyez salués. Parce que quand je vais monter, je vais marcher. Vous savez, quand je commence à marcher, il n'y a plus de temps mort. Je profite également pour saluer tout ce beau monde qui me suivent à l'instant. Parce que quand je vais marcher, il n'y aura plus de temps mort. Parce que quand je marche et très fort. Alors, partagez la vidéo au maximum. Invitez le maximum de personnes. Dites-leur une seule chose. Que le fédéral 001, il est à l'œuvre. Présentement, il est là pour vous donner donc toutes les moindres révélations par rapport donc à la visite de Emmanuel Macron en Afrique. Je voudrais donc saluer tous ces différents panafricanistes qui nous ont donc fait l'honneur et l'amitié de pouvoir partager ces réflexions relativement à la visite d'Emmanuel Macron en Afrique. Je voudrais ici saluer mon maître, Franklin Nyamsi. Je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un à qui je veux véritablement ressembler. Je vais donc être héritier de son dictionnaire Larousse. Alors, le petit Nyamsi, je veux être appelé ainsi parce que c'est une martyre grise. C'est un éminent professeur. Je me dois de lui rendre tous les vibrants hommages dus donc à son rang en tant que panafricaniste de haut rang. Douchka, écrit Fédéral Marche, merci infiniment. Je dis partagez la vidéo parce que quand je vais marcher, il n'y a plus de temps mort. Il n'y aura plus de temps mort parce que je vais marcher très fort.
Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Alors, chers amis panafricanistes, soyez donc tous salués. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Naturellement, on est capable, tu connais à faire. Emmanuel Macron arrive en Afrique. Emmanuel Macron, qui est donc le président de la République française, arrive en Afrique. Il commence par le Cameroun, il transite par le Bénin et il parachève par la Guinée-Bissau. J'attendais effectivement qu'il parte pour que je vous fasse une lecture beaucoup plus approfondie de son séjour en terre africaine. C'est important. Parce que j'aurais pu faire un commentaire de bout en bout, mais il fallait naturellement qu'il finisse avec son périple et nous permettre à la limite de venir vous réaliser une analyse beaucoup plus objective de la tournée de Emmanuel Macron en Afrique. C'est important. Je dis Emmanuel Macron est venu parler. Emmanuel Macron est venu parler au chef d'État africain. Écoutez-moi très bien. Emmanuel Macron est venu parler, s'adresser au chef d'État africain. Mais il y a une chose beaucoup plus importante qu'il a ignorée dans la balance, c'est le peuple. Le peuple qui est donc dépositaire du pouvoir et qui procède donc à une transmission de pouvoir à un individu. Parce que je l'ai dit, qu'une élection ou un cadre démocratique, c'est la rencontre entre le peuple et un individu. C'est donc le contrat socio-politique entre un individu et le peuple. Macron est donc venu s'adresser aux dirigeants. Il a occulté le peuple. Or, c'est le peuple donc qui procède à une transmission légitime du pouvoir à ses mandants. Du moins, pas à ses mandataires, voilà. Et donc, Emmanuel Macron est venu s'adresser au chef d'État. Et ce qu'il a occulté, c'est nous, le peuple. Et donc, je vais porter un message directement au peuple. Je dis, invitez-moi tous les Maliens, invitez-moi tous les membres de la sous-région. Je vais leur porter ce message. Le message donc du peuple. Parce que Emmanuel Macron n'a pas su négocier son virage. Nina, la lionne qui me dit marche. Parce que quand je vois comme ça, c'est écrire. Quand c'est écrit marche, ça me permet de courir très fort. Et je vais marcher très fort. Emmanuel Macron est venu, il s'est adressé au chef d'État africain. Il en a trié sur le volet 3. Donc, au niveau du Cameroun, au niveau du Bénin et nécessairement au niveau de la Guinée-Bissau. Je vais vous en donner toutes les quintessences pourquoi Emmanuel Macron arrive. C'est important. Parce que si vous ne le savez pas, et là c'est un message que je porte directement en direction du peuple africain, pas au chef d'État. Ceux qui sont actuellement le FNDC au niveau de la Guinée, que je salue au passage, c'est le peuple. Ceux qui sont actuellement en train de réclamer le départ de l'armée française sur le sol burkinabé, ce n'est rien d'autre que le peuple. Ceux qui sont actuellement en forte résistance au niveau du Mali et qui ont bataillé de sorte que les forces d'occupation puissent lever le pied sur le Mali, c'est le peuple. Et donc, je m'adresse au peuple. Sékou Tounkara, soit salué mon ami et frère, le grand panafricaniste politologue, soit salué. Écrivez Fédéral Marche. Mireille Boka, soit salué. Je voudrais également saluer Mimi Fédéral, une dame au grand cœur, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Voilà.
Merci infiniment. Chers amis, nous démarrons. Laissez-moi que je m'installe très bien. Macron arrive en Afrique. Alors, Macron commence par un pays qui est très essentiel dans l'environnement politique africain, qui est donc le Cameroun. Mais pourquoi on commence essentiellement par le Cameroun? On commence par le Cameroun parce que celui qui est donc à la tête du Cameroun a plus de 40 ans d'exercice de pouvoir d'État. Je veux parler de qui? Le président du Cameroun, Paul Biya. Plus de 40 bonnes années d'exercice du pouvoir au Cameroun. C'est un doya. Dans le Zouglou en Côte d'Ivoire, qui est un registre musical urbain qu'on appelle le Zouglou. Dans notre lexique zougloutique, on les appelle les doyas. Quand on dit les doyas, c'est les anciens. C'est un doya. Et donc le doya de la scène politique au niveau de l'Afrique, c'est Paul Biya. Mais pourquoi on décide d'affronter Paul Biya directement? Parce qu'à la vérité, il y a de cela aujourd'hui 4 ou 5 mois, le ministre des Affaires étrangères, dont j'oublie pratiquement le nom ici, a donc effectué une visite express au niveau de la Russie, où il était donc porteur d'un message salvateur du président Paul Biya. Parce que Paul Biya, la vérité, a compris qu'il fallait procéder à un changement de paradigme de l'action sociale et politique au niveau du Cameroun. Alors, a-t-il estimé qu'il fallait nécessairement renouer des accords de partenariat beaucoup plus introductifs avec d'autres puissances qui, elles-là, sont prêtes à leur apporter un minimum de sécurité. Surtout que le Cameroun que vous voyez est en proie à une insécurité galopante parce que le nord Cameroun pratiquement est bouleversé, la partie anglophone étant bouleversée. Il fallait naturellement renouer donc avec le cadre sécuritaire au niveau du Cameroun. On se comprend très bien. Paul Biya lance les vannes, il ouvre les vannes. Alors Macron, dans un souci de dénomination et de domination, on va dire supplémentaire de l'environnement africain, il fallait commencer nécessairement par Paul Biya. Viens au niveau de Paul Biya. On tombe donc, mais ne quittez pas, parce que je vais vous demander, je vais vous donner encore la vraie raison pour laquelle il court. C'est important. Vous devez le savoir. La vraie raison pour laquelle il court, vous devez le savoir. On transite donc par le Bénin. Vous savez, le Bénin, en termes de démocratie, en termes d'expression des libertés individuelles, le Bénin aujourd'hui est un exemple. Il faut passer par le Bénin, par talon, pour porter également un message. On finit par le Bénin et nous tombons au niveau de la Guinée-Bissau. Mais on ne tombe pas au niveau de la Guinée-Bissau. On n'arrive pas en Côte d'Ivoire. On arrive au niveau de la Guinée-Bissau parce qu'à la vérité, Embalo Sissoko, c'est un général. Il fait partie naturellement du Conseil de sécurité occulte de la France-Afrique. Et c'est un élément qui est très chevronné en matière donc de défense et de sécurité. Alors avec lui, on vient pour concocter, pour goupiller, pour orchestrer un certain nombre d'actions malveillantes au niveau de certains États africains, dont le Mali notamment. Voilà les 3 cibles. Est-ce que vous suivez très bien? Mais, qu'est-ce qui fait courir essentiellement la France? Je parle ici aux peuples africains. Je ne m'adresse pas aux chefs d'État, ni au président. D'ailleurs, je n'en vois même plus un président, juste au chef d'État. Qu'est-ce qui fait donc courir la France? Et pourquoi c'est maintenant que la France court? Parce qu'il y a une forte, offensive diplomatique de la Russie
Vous avez donc vu le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, engager une offensive diplomatique au niveau du Congo-Brazzaville. Vous avez vu, il a donc eu une entrevue avec les autorités de ce pays. Parce que, je vous l'ai toujours dit, depuis le sommet de Sochi en 2019, la Russie a naturellement opté pour une réorientation de sa politique étrangère en direction des pays africains. La Russie a donc estimé qu'il fallait naturellement élargir sa politique internationale en direction des pays africains. Et depuis donc le sommet de Sochi, qui a vu pratiquement la participation de plus d'une quarantaine de chefs d'État, beaucoup de chefs d'État ont donc pondu des déclarations importantes et ont donc présenté la Russie comme étant aujourd'hui un partenaire privilégié en termes donc de rétablissement du cadre sécuritaire dans les pays africains qui sont donc en proie à l'avancée et donc des menaces terroristes dans les différents États. Vous prenez le Niger, le Nigeria, le Burkina, le Mali, le Togo, même le Cameroun, il y a toujours une menace terroriste. Ça veut dire que le cadre sécuritaire, jusque-là, laisse à désirer. Alors, la Russie se voit aujourd'hui comme un partenaire privilégié. Et donc, beaucoup de pays africains sont en train d'opter pour, naturellement, un changement, comme je le dis tout à l'heure, un changement de paradigme. Mais qu'est-ce qui va faire donc courir la France? J'ai aimé une analyse qui a donc été faite par l'un de mes gars, parce qu'on partage pratiquement la même analyse et que je suis d'accord avec. La Russie est en train de subir un revers au niveau de la crise, la France est en train de subir un revers incommensurable au niveau donc de la crise ukrainienne. Vous avez vu tout le matériel militaire et logistique apporté à l'Ukraine pour pouvoir mener une certaine résistance face donc à l'avancée militaire, je veux dire, de la Russie sur le sol ukrainien. Et donc, avec tous les revers que la France aujourd'hui est en train de suer dans l'environnement européen, l'Allemagne, qui est donc membre de l'Union européenne, mais qui n'est pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, écoutez-moi très bien. Je suis fédéral 001. Voilà, l'homme qui vient et qui fait les décryptages politiques. C'est moi, fédéral 001. Je suis donc analyste politique panafricain, membre de Génération et Peuple Solidaire. Ça veut dire que chez nous, à GPS, c'est ça aussi. La critique, l'analyse politique, c'est chez nous. Et donc, la France qui est donc sous forte pression, au niveau donc du conflit ukrainien, qui pratiquement a essuyé toute l'humiliation et tous les revers possibles, Maman Enan Keïta soit saluée, allons sûrement. C'est ça qui est la vérité. Guillaume nous a aussi donné un peu, et donc on vous distille un peu. Ce que nous disons, nous tenons cela de part et d'autre. On a eu un peu, on a reçu un peu avec Guillaume. Donc on vous distille. Pour que vous sachiez que à Génération et Peuple Solidaire, nous ne sommes pas exclusivement des merconistes, mais au-delà du merconisme d'État, nous avons aussi cette capacité en termes de production et de capacité en termes, je veux dire, d'idées. C'est ça aussi. Alors, nous allons courir. La France, qui visiblement est en train de vivre un revers au niveau de la crise ukrainienne, voit son niveau d'influence au niveau européen en train de s'affaiblir. Écoutez-moi très bien. Voit donc son niveau d'influence en train de s'affaiblir au niveau européen. Au niveau donc diplomatique, au niveau économique, au niveau même militaire, parce que vous avez vu tous les enjeux importants qui ont donc les enjeux, le matériel militaire et logistique qui a donc été fourni à l'Ukraine pour opposer une résistance face donc à l'avancée de l'armée russe. Et ce que je vous dis,
L'Occident, le bloc occidental, aujourd'hui, quand nous facturons tout cela, nous rendons autour plus d'une soixantaine de millions de dollars. C'est un manque à gagner considérable parce que tous ces engins ont été pratiquement détruits. Et donc, dans la foulée, vous avez vu qu'on a demandé à beaucoup de chefs d'État, un PPACI intelligent, bon, la mère, ok, il n'y a pas de souci, je comprends ce que tu dis. Merci infiniment. Et donc, vous avez vu qu'à un moment donné, la France qui a perdu en notoriété au niveau donc de la crise ukrainienne tente donc de se racheter. Mais quel est ce qui l'oppose au niveau européen? Vous voyez ce qu'on appelle l'Allemagne. L'Allemagne est donc membre de l'Union européenne. L'Allemagne dit à la France, et écrivez-moi ça très bien, on ne peut pas brûler du kérosène et venir s'embrasser avec Paul Biya, venir s'embrasser avec Embalo Sissoko, venir s'embrasser avec Talon et puis repartir. Non! La France bouge son cul quand il y a une forme de pression à son niveau. Alors, le leadership va commencer à naître entre la France et l'Allemagne. Parce que l'Allemagne estime que la France a pratiquement perdu en notoriété. Parce que tous les États au niveau de l'Afrique qui sont des ex-colonies de la France, parce que bon, on dit ex-colonies, mais c'est toujours des colonies. Parce que quand vous voyez un homme comme Dramane qui fonctionne, qui lèche les bottes d'Alassane Dramane Ouattara, la vérité, c'est toujours une colonie française. Et donc l'Allemagne estime, pour sa part, que la France a perdu en notoriété, a perdu en influence diplomatique au niveau de ses ex-colonies. Et que la France n'est plus susceptible, au jour d'aujourd'hui, je vous parle, de pouvoir mener une politique offensive au niveau donc diplomatique dans l'environnement de l'Union européenne. Et que la France est vomie pratiquement par toutes ses colonies. Voilà la vérité. Mais ce que l'Allemagne recherche avec la France, l'Allemagne veut plutôt prendre la place de la France au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Écrivez ça. Écrivez-moi ça. La France a perdu en notoriété. La France a perdu en influence au niveau européen. Et l'Allemagne, vous savez très bien la guerre qu'il y a eu l'Allemagne avec lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on réveille cela. L'Allemagne aujourd'hui veut se repositionner en lieu et place de la France au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, s'il vous plaît. Parce que l'Allemagne n'est pas membre du Conseil de sécurité avec droit de veto. C'est plutôt la France et l'Angleterre. Alors, la France, pour démontrer aux yeux de tout le monde entier qu'elle tient et qu'elle a encore une emprise fondamentale sur ses ex-colonies. Écoutez-moi très bien, parce que quand je finis là, je tombe directement sur le Mali. Je ne peux pas finir cette analyse sans vous faire un parallélisme avec ce qui se passe au Mali. Et donc la France, pour montrer effectivement qu'elle tient vis-à-vis donc de ses colonies, va donc engager une offensive au niveau des États africains. Surtout que la Russie est en train de visiblement marcher sur ses plates-bandes. Surtout que la Russie est visiblement en train de marcher sur ses plates-bandes. La France va donc décider de venir croiser le Cameroun. Je vais vous faire écouter certaines vidéos à la limite. Mais quand la France vient, la France trouve sur le territoire africain la Russie qui a une forte présence, qui a un niveau d'influence. Depuis déjà 2019, qui a un niveau d'influence sur les territoires africains. Et la France va venir dans ce qu'on appelle une campagne de dénigrement et de diabolisation de la République fédérale de la Russie. Je vais vous faire écouter les vidéos. Vous allez écouter. Mais ce que la France oublie, la France, quand elle vient au niveau du Cameroun,
demande donc au Cameroun de faire donc une reconversion. Ça veut dire couper les liens avec la Russie, avec qui elle entretient des liens il y a plus de 100 ans aujourd'hui, couper les liens avec la Russie et de faire donc une reconversion beaucoup plus serrée avec la France. Mais ce que la France oublie, c'est que la Russie, lorsqu'elle vient en Afrique, elle ne vient pas dans une logique de colonialisme ou de colonisation ou de néocolonialisme. Non. La Russie vient à la limite en Afrique dans un souci de définir un cadre de partenariat gagnant-gagnant, mais qui respecte naturellement la liberté des droits humains et la dignité des peuples. Et le droit de chaque peuple à disposer de lui-même. Voilà la logique. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, la politique n'est pas dans une logique, la Russie n'est pas dans une logique, sinon qu'elle n'est pas dans une politique de colonisation en Afrique. On parle tous le français. Moi qui vous vois, je parle naturellement en français. Voilà, donc on ne peut pas se raviser d'un moment à l'autre. Mais nous sommes en droit de définir d'autres types de partenariats avec d'autres puissances comme la Chine, la Russie, qui naturellement nous proposent un cadre donc d'échange économique beaucoup plus alléchant. Et c'est dans cette dynamique que beaucoup de chefs d'État africains, mais beaucoup de pays africains veulent aujourd'hui donner de la voix. Et donc, ils vont tomber au niveau du Bénin. Je vous ai déjà dit tout à l'heure. Lorsqu'il arrive au niveau du Bénin, je vais vous faire écouter les vidéos. Lorsqu'il arrive donc au niveau du Bénin, le discours qu'il prononce, que je vais paraphraser, il demande donc au Bénin, pour ceux qui me suivent, vous dites exactement si ce que je dis est faux ou pas. Lorsqu'il arrive avec Patrice Talon, qui est donc le président du Bénin, il dit donc que tous les États africains doivent produire nécessairement un devis estimatif de tous les besoins logistiques et militaires et qu'ils devront naturellement le soumettre à la France parce que quand ils doivent passer par d'autres intermédiaires, ce n'est pas trop sûr qu'ils puissent bénéficier d'un dénouement heureux en termes donc d'approvisionnement de matériel militaire et logistique pour assurer naturellement la sécurité dans les différents États. Et donc, la France aujourd'hui se propose comme interlocuteur, comme couloir de transmission en termes donc d'approvisionnement de matériel militaire auprès de d'autres puissances beaucoup plus importantes au niveau international. Mais quand vous regardez dans tout le marché noir, bon, je vais revenir à ça tout à l'heure. Et donc, on porte ce message à Patrice Talon. Et que, comme ce sont eux qui sont donc au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, lorsqu'ils vont soumettre les demandes des États africains, s'ils ont pu mobiliser plus d'une dizaine ou d'une vingtaine d'États africains, lorsqu'ils vont donc procéder à une soumission de ces demandes-là, en termes d'approvisionnement de matériel logistique et militaire, la demande pourra naturellement passer aussi vite. Et donc, eux, ils pourront naturellement réceptionner ce matériel militaire et le mettre donc à la disposition des chefs d'État africains. Écoutez-moi très bien. Mais, le vrai point que nous avons, la vraie réalité que nous avons, à travers donc cette anarque, cette escroquerie morale qui est faite donc en direction des chefs d'État africains, la vraie révélation que nous avons, c'est quoi? C'est que tout ce matériel militaire logistique qui sera mobilisé, donc acquis sur le marché noir qui pratiquement est géré par la Russie, avec l'argent des Africains, parce que à la vérité où je vous parle, la France n'est même plus en droit de pouvoir procéder à un achat de matériel militaire et logistique sur les marchés noirs. Parce que la France est pratiquement étouffée au niveau financier. Surtout que vous savez que la crise géostratégique qui les oppose entre le bloc occidental et le bloc de l'Est, à travers donc la restriction des marchés, quand vous savez pratiquement plus de 40% des céréales est pratiquement fourni par la Russie, vous savez aujourd'hui que tout le gaz est pratiquement fourni par la Russie
et qu'il y a des restrictions à ce niveau et qu'on demande aujourd'hui à beaucoup de pays au niveau donc de l'Europe de pouvoir procéder à ce qu'on appelle un achat des céréales comme du gazoduc, du gaz russe à travers donc la monnaie russe, le rouble. Vous voyez déjà ce que ça crée comme perturbation financière au niveau donc des États européens. Et donc, la France qui s'est mise en première ligne aujourd'hui est en mauvaise posture. Écoutez-moi très bien. C'est intéressant quand vous comprenez les crises internationales. Alors, la France n'a plus l'argent pour payer le matériel militaire. Et donc, quand on aura naturellement la possibilité de mobilisation de plus d'une vingtaine de territoires africains, de pays africains, cet argent va donc permettre de mobiliser le matériel militaire logistique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Quand on mobilise tout le national militaire, qu'est-ce qu'on fait avec? À la vérité, ce matériel ne sera pas rétrocédé aux chefs d'État africains. Eh bien, écrivez pour tous les chefs d'État africains qui n'ont rien compris. C'est pourquoi je parle au peuple. Je vous donne des informations de première main. À la vérité, ce matériel sera donc détourné. Une bonne partie du matériel sera donc convoyé au niveau de l'Ukraine pour engager l'offensive face donc à Vladimir Poutine au niveau de l'Ukraine. Et une autre bonne partie de ce matériel sera convoyé au niveau du Mali. Écrivez du Mali. Écoutez-moi très bien. Et c'est pourquoi, lorsque nous descendons, lorsque Emmanuel Macron descend au niveau de la Guinée-Bissau, il échange directement avec Embalo, il dit donc à Embalo, il concorde un certain nombre d'accords, et Embalo donc lui fait la proposition de création d'une force anti-push. À la vérité, la force anti-push qui sera donc créée va donc bénéficier d'un approvisionnement en termes de logistique et de matériel militaire acquis donc sur les fonds des pays africains. Je reprends. Le matériel militaire qui va donc servir à approvisionner la future force anti-push. Je vais tout à l'heure définir c'est quoi une force anti-push parce que ça n'a rien d'essentiel. La force anti-push dont se veut l'initiateur qui est donc Embalo Sissoko Oumar, qui est le président de la Guinée-Bissau, qui est donc le président de l'exercice de la CEDEAO. À la vérité, cette force anti-push devra bénéficier d'un matériel militaire logistique directement sur les fonds acquis des pays, du moins acquis des pays africains. Parce qu'eux là auront indirectement ou directement contribué à l'acquisition du matériel militaire. Est-ce que vous suivez? Donc, je vous explique terre à terre. On prend vous-même votre propre argent, vous les Africains, comme vous êtes bêtes. On prend vous-même votre propre argent, on va acheter du matériel militaire et on vient vous les livrer pour que vous entretuiez. Voilà la réalité. Je reprends. On prend vous-même votre propre argent, vous allez vous cotiser autour d'une vingtaine, parce qu'il est venu en campagne, en marketing politique africaine. Il est venu en marketing politique. Donc, on mobilise vous-même vos propres ressources. On va acheter du matériel militaire. On donne un peu à l'Ukraine. On vous donne une bonne partie et vous vous entretuez vous-même. Donc, ce matériel militaire qu'on va mettre à la disposition de la force anti-push va servir à aller s'attaquer au Mali. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Mais quand vous regardez dans cette histoire, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui est très sérieux, qui est très serein sur la question, vient de prendre à l'instant une déclaration à la suite donc de sa rencontre qu'il vient d'avoir avec un certain nombre de chefs d'État africains. Je vais vous lire la déclaration avant même de vous proposer, de vous présenter tout à l'heure les différentes déclarations d'Emmanuel Macron pour corroborer ce que je suis en train de dire. Et puis je vais tomber sur le cas donc d'Alassane Dramane Ouattara avec tout ce qui se mijote au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous devez entendre ça. Voilà ce que Sergueï Lavrov dit.
J'ai ça ici sous la main. Déclaration du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, après la tournée africaine. Écoutez très bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Maximum de partage. Ne me regardez pas simplement. Je vous ai dit que ma page est en pleine restriction. Et si vous ne savez pas, ma page est à haut risque. Ça veut dire qu'elle est au rouge. Nous sommes à plus de 50 000 personnes sur la page. Normalement, avant, quand je suis connecté, c'est au moins 1000 personnes. Et là, vous réalisez que nous sommes carrément au restreint. Et on ne va pas tenir compte de ça. Nous faisons des vidéos jusqu'à ce qu'eux-mêmes, là, ils nous débloquent. Donc, partagez au maximum la vidéo. Voilà ce qu'il dit. L'effort des nations africaines pour décider de leur propre destin et trouver des moyens de régler les conflits persistants participe à la formation de cet ordre mondial démocratique multipolaire. La Russie soutiendra les aspirations de ses amis africains. Mais voilà tout ce qu'il vient de dire. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre, nous voulons aujourd'hui passer d'un monde unipolaire, à un monde multipolaire. C'est-à-dire qu'on dit unipolaire, qui est donc dirigé par le bloc occidental avec en toile de fond les États-Unis. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la France, à la limite, est une vache à l'air des États-Unis, est une caisse à résonance des États-Unis. Et donc, le monde aujourd'hui étant gouverné par un seul individu, qui est donc les États-Unis, la Russie propose aujourd'hui on puisse passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, où il y a donc l'exercice des libertés individuelles, l'expression de la dignité et l'affirmation des principes de souveraineté de chaque État. Voilà ce que propose le bloc de l'Est, qui est donc dirigé par la Russie, autour duquel aujourd'hui tous les différents États africains qui ont compris l'essence même du combat sont en train de visiblement se réunir. Voilà ce que vous devez comprendre. Et donc, Sergei Lavrov, il est clair dans sa prise de position. Il a fini sa tournée en Afrique. Voilà la communication qu'il vient de livrer. À la différence de Emmanuel Macron qui est en train de gesticuler un peu partout, parce qu'il sent effectivement l'hégémonie occidentale, notamment l'hégémonie de la France-Afrique, en train de s'effriter progressivement avec donc la présence et l'influence de la Russie sur les plates-bandes de la France. Voilà ce que vous devez comprendre. Alors, écoutez ici très bien la campagne de diabolisation qui est faite. Écoutez. La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie, à travers le monde, est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision, mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui
divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Attendez. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation. Vous entendez très bien. Ils disent que la Russie utilise donc des canaux de diffusion de propagande, comme l'une des chaînes les plus célèbres qui est donc Sputnik. Mais au moment où je vous parle, Sputnik a été donc radié du territoire français. Mais lorsque nous nous retrouvons au niveau du Mali et qu'on demande à France 24 de partir, ça fait un tollé. Ils disent que c'est des médias propagandistes russes. Est-ce que vous suivez? Et donc, eux, là, ils ont même radié Sputnik. Mais il fait ce qu'on appelle un chantage alimentaire parce qu'il veut se baser sur son niveau en termes donc d'approvisionnement des denrées alimentaires au niveau de l'Union européenne et dans un bon nombre de pays africains. Et donc, ils font donc de l'approvisionnement alimentaire un moyen de chantage. Mais on n'a qu'à être sérieux. On n'a qu'à être sérieux. Ce que les Africains vivent en Afrique, là, mais ceux qui font un moyen de chantage sécuritaire, c'est bien entendu la France. Je reviens simplement au niveau du cas du Mali. Nous avons une crise sécuritaire sans précédent qui a commencé depuis 2012-2013, qui a vu donc une présence de l'armée française. Nous avons commencé d'abord par Serval, Barkhane et puis plus tard Takuba. Mais plus il y a eu la présence de l'armée française sur ces territoires, nous avons vu que le terrorisme a commencé à gagner en progression. C'est la preuve qu'on fait donc de l'environnement d'insécurité un moyen de chantage et de pression sur le gouvernement légitime du Mali. Voilà la preuve. Quand vous voyez les différentes personnes qui ont paraphé les accords de 2015 d'Alger au niveau donc de l'Italie, vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Donc, ceux qui sont à la vérité un État impérialiste, parce qu'ils présentent ici la Russie comme l'un des derniers pays impérialistes au niveau donc de l'Afrique, mais la Russie, à la vérité, n'a jamais mené une politique impérialiste dans les États africains. À la différence de la France, qui a plus de 100 bonnes années sur les États africains, qui mènent une politique impérialiste sans précédent. Voilà la vérité. On poursuit. Décidé par qui que ce soit. Ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Oui. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil, avec les Européens cette fois-ci. C'est plus compliqué néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, la capacité donc des revenus de la Russie dépend en grande partie, les revenus, je vais dire de la Russie, dépendent en grande partie de leur capacité à vendre le gaz aux pays européens. Mais plus de 40% de la production du gaz vient essentiellement de la Russie. Et ça, c'est un fait que vous ne pouvez pas dénier. Alors, quand vous votez des sanctions inhumaines contre la Russie au niveau donc du Conseil de sécurité de l'ONU et que la Russie trouve d'autres couloirs de transfert de ces matières énergétiques, mais je pense que ce n'est pas à la Russie que vous devez faire la peau. Alors, il vient au niveau des États africains pour tenter à la limite d'avoir un soutien et de permettre à ce que les États africains viennent donc se remettre autour d'eux pour engager une offensive vis-à-vis donc de la Russie. Permettre à ce qu'il y ait donc une forte volonté des États africains autour de la France pour engager une offensive diplomatique, surtout. Parce que vous avez vu, beaucoup de pays africains se sont abstenus par rapport au vote relativement, je veux dire, des sanctions imputées à la République fédérale de la Russie. Alors il revient à la charge.
pour sensibiliser davantage, mais ce sont les chefs d'État africains qui le sensibilisent et non le peuple. Alors, tout ce barreau d'honneur auquel il a eu droit, à la vérité, c'est des gens qui ont été préconditionnés, qu'on a pris, qu'on a déversé dans les rues, pour ne serait-ce que lui donner, à la limite, un bain de foule. Mais à la vérité, le peuple africain que je vois, qui nous écoute un peu de partout, aujourd'hui est conditionné, a compris la nécessité aujourd'hui de mener le combat pour arriver donc à une émancipation véritable des États africains. Et c'est ce message-là que nous portons depuis belle lurette, aujourd'hui qui est en train de faire pratiquement tache d'huile. Voilà la vérité. On poursuit. Je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. La Russie, je le dis... On poursuit. Je vais vous présenter un autre élément qui est beaucoup plus plausible. Nous avons aussi partagé C'est Macron qui parle. Sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali, et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas les citer. Des éléments mercenaires sur le sol au niveau du Mali, et ça me permet de tomber directement au Mali. Des éléments déployés comme étant des mercenaires sur le sol malien. À la vérité, si vous me suivez très bien, je vous ai dit ici, quand il parle ainsi, vous savez ce que ça veut dire politiquement? Une loi a donc été votée, je crois dans le mois de mars, pour engager donc un mot de suspension de la Russie au sein donc de la Commission des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Donc on vote une loi pour suspendre la Russie au niveau de la Commission des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Et donc, la Russie étant donc suspendue au niveau de la Commission des droits des Nations Unies, on va donc permettre à ces organisations qui sont donc greffées aux Nations Unies de pouvoir engager sur le sol malien des enquêtes partiales et à la limite unilatérales pour constater les cas visibles de violation directe des droits de l'homme sur le sol malien. Est-ce que vous suivez? Et l'un des cas les plus probants, c'est l'attaque de Moura. Lorsque il y a eu production d'un rapport où on a dit qu'il y avait exactement autour d'une cinquantaine de personnes qui avaient été tuées, dont plusieurs civils. Et c'est ce fait-là qu'on avait voulu imputer à cette organisation qu'eux ils appellent Wagner. Mais à la vérité, il va y avoir un redressement de l'opinion publique par rapport donc à une intervention qui a été faite, vigoureusement faite par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, que je voudrais ici que vous applaudissiez. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui est venu, qui a procédé donc à un redressement de l'opinion publique, en disant effectivement que nous n'avons jamais contracté d'engagement avec une organisation qu'on appelle Wagner. Nous sommes plutôt avec la République fédérale de la Russie. On finit son entretien et vous allez comprendre. Je vous explique de pas à pas pour que vous arriviez à comprendre. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques. Face donc à ce qui s'apparente au niveau du Mali, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? La Russie est présente sur le sol malien, prétend pouvoir engager une opération de lutte contre le terrorisme, mais à la vérité, ça donne à des actes d'exaction sur les populations civiles. Et il se cache sous le couvert de lutte contre le terrorisme. À la vérité, ceux qui sont beaucoup plus présents sur le sol malien,
et qui engage une offensive véritable en termes d'éradication de l'avancée des terroristes sur le sol malien, c'est bien entendu la France. Voilà ce qu'il est en train de dire. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez les anciennes déclarations du Premier ministre Choguel Kokala Maïga sur la question, la France par jour, de 2013 jusqu'à autour de 2020-2021 par là, la France par jour, je vous le dis honnêtement, écrivez ça très bien, c'est plus d'1 milliard, c'est autour d'1 milliard par jour. Je dis bien par jour qu'on donne à la force française dans le cadre de l'éradication du terrorisme. Mais mieux, aujourd'hui, ça dit que pendant que la France était là, 2/3 du territoire malien était occupé par le terrorisme. Et qu'aujourd'hui, en plus de 6 mois de présence russe, certaines zones importantes ont été donc récupérées, rétrocédées ont été donc, récupérées, si vous voulez, par l'armée malienne. Parce qu'ils bénéficient aujourd'hui d'une forte capacité en termes de réponse rapide vis-à-vis donc des actes de terrorisme sur le terrain. Je vous rappelle ici, Assimi Goïta, qui était donc le patron des forces spéciales maliennes, je vous rappelle ici que lorsqu'il devait engager en 2013 une offensive à Kidal, il a été stoppé net par l'armée française qui lui ont dit non, il faut faire demi-tour parce que tu ne peux pas aller au-delà de Kidal. Parce qu'eux, ils avaient posé là un barrage. En ce moment, Assimi Goïta venait ainsi de comprendre que, à la vérité, la force française qui était donc présente sur le sol malien n'était pas là en réalité pour aider le peuple malien à sortir de ce joug-là, mais plutôt était là comme une force d'occupation. Et c'est donc tous ces petits éléments qui ont milité en la faveur aujourd'hui d'une prise de pouvoir et d'engager des actions, je veux dire vigoureuses, de lutte contre le terrorisme sur le sol malien. Donc Macron se trompe à la vérité d'interlocuteur. On poursuit et puis je reviens. Les populations Peuls. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Voilà une manipulation qui est faite. Sur le sol malien, il y a les Dogons, il y a les Bambara, il y a les Peuls, il y a les Arabes, il y a... Je ne vois pas les commentaires, s'il vous plaît. Je n'arrive plus à voir les commentaires, excusez-moi. Nous sommes à combien de personnes? Nous sommes à combien de minutes? Je n'arrive plus à voir les commentaires. Sur le sol malien, il y a les Bambara, il y a les Peuls, il y a les Dogons, il y a les Arabes. Il y en a beaucoup. Il y a... J'ai dit les Malinqués également. Tout ce peuple-là vit en parfaite symbiose. Et vous voyez ce qu'on veut créer comme conflit intercommunautaire, parce que le peuple Peul, à la vérité, c'est un peuple, on va dire presque nomade, parce que les Peuls, on les retrouve au Sénégal, on les retrouve en Guinée, on les retrouve au Burkina, on les retrouve au Mali, sauf en Côte d'Ivoire, un peu partout dans la sous-région. Et donc, c'est un peuple aujourd'hui qui est presque nomade, qui n'est pas sédentaire comme les autres. Alors, comme ça s'est fait dans le nord de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, où ceux qui avaient des noms à consonance nordique, qui avaient pratiquement les mêmes noms que ceux qui viennent essentiellement du Mali, où on arrivait à la limite à faire la confusion parce qu'un Traoré du Mali et un Traoré de la Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à faire la différence. Entre un Touré du Mali et un Touré de la Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à faire la différence. On a surfé sur ces noms-là pour pouvoir créer ce qu'on appelle une crise interethnique. Au point où nos frères du Nord, instrumentalisés effectivement par ceux du Mali, ont pu frapper la Côte d'Ivoire à un moment donné. Et donc aujourd'hui, nous avons une population hybride au niveau du Mali, qui sont donc les Peuls, qui sont pratiquement partout. Je vous ai dit, ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Sénégal, ils sont en Guinée, ils sont partout. Et c'est ces peuples aujourd'hui qui sont en mauvaise posture et qui sont dans une logique de revendication d'un cadre sédentaire au niveau du Mali. C'est cela que Emmanuel Macron, dans son discours, tente d'instrumentaliser pour dire que c'est ceux-là qui font l'objet de persécutions sur le sol malien. C'est l'appel à une crise interethnique. Et je dis ici au peuple malien de savoir raison garder. Je le dis ici,
Macron est venu s'adresser aux chefs d'État africains, mais pas au peuple en tant que tel. Donc, la manipulation sur fond de groupes ethniques, donc les peuples, on dit les peuples s'attaquent aux Dogons, les Dogons s'attaquent à ceci. Non, non, ça ne pourra pas marcher. Et donc, vous avez vu, il a cité les peuples, parce qu'ils comprennent l'environnement culturel, ethnique, au niveau donc du Mali. Ils ont vu que ceux qui sont, selon eux, qui sont lésés au niveau du Mali, c'est les peuples. Quand vous arrivez même au niveau de la Guinée, la même réalité se pose. Les Peuls et les Malinqués. Les Peuls qui revendiquent un certain nombre d'assises au niveau des... je vais dire, comment on va dire ça? Au niveau comment on va dire ça? Au niveau d'influence décisionnelle, ceux-là aujourd'hui, dans certains pays comme la Guinée et autres, jusque-là, n'ont pas cette possibilité-là. Alors, c'est ce même cas-là qu'il veut ramener au niveau du Mali. Non à la manipulation ethnique. La Côte d'Ivoire en a payé les frais. Il faut que le Mali sache raison garder sur cette question. On poursuit. Et puis... Et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda, mais la nécessité d'agir ensemble. Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les... Alors, que dit le Premier ministre Choguel Kokala Maïga? Là, on parle de la présence des mercenaires de Wagner. Sont-ils là, les mercenaires de Wagner? Que dit le Premier ministre Wagner lorsque ici, Emmanuel Macron annonce le cas de Wagner au niveau du Mali? Vous allez entendre la réaction du Premier ministre Choguel Kokala Maïga sur la question de Wagner. Il est ferme sur la question. Vous allez l'entendre. Et puis après, je vous ramène sur le cas de Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi il y a des agitations au niveau de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe par rapport au 6 et au 7 août? Qu'est-ce qui se passe? Ne décrochez pas. Vous leur donnez en échange. Comment vous les payez? Nous travaillons avec des coopérants russes dans le cadre d'un... Est-ce que vous avez signé avec une société privée ou avec l'État russe? Je vous dis, nous travaillons avec l'État russe. Oui. Le président Poutine dit... Mais nous ne commentons pas les propos d'autres chefs d'État, d'autres journalistes, d'autres commentateurs. Oui. On a vu ici des avions cargo atterris avec des hélicoptères neufs qui sortaient. Nous avons les instructeurs russes qui sont avec nos officiers. C'est pas Wagner. Mais on n'a pas caché. C'est pas Wagner. Non, le mot Wagner, c'est les Français qui le disent. Merci. Nous, on ne connaît pas de Wagner. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous donnent, les Russes? La coopération russe, et pas seulement les Russes, comme je vous l'ai dit. On va arriver aux Nous ne autres. sommes pas seulement avec les Russes. Il y a qui Mais d'autre? on sait qu'ils ont des problèmes géostratégiques avec la Russie. Oui. Nous, personne ne va nous entraîner dans un combat qui n'est pas le nôtre. Oui. On cherche à sécuriser notre population. On obtient avec la Russie, qui est un partenaire stratégique depuis 1960, qui a formé 80% de nos officiers par le passé. Amadou Toumani il a fait sa formation en Russie. Bandao a fait sa formation en Russie. Assimi n'a pas fait la Russie. Donc aujourd'hui, vous êtes aidés par les Russes. Comment vous les payez? On les paye par l'argent des Maliens. Vous n'avez pas donné de mine aux Russes? Non, mais on n'est pas dans ce jeu-là. Ça, c'est des procès qu'on nous fait. Supposons même qu'on donne une mine. Mais c'est nos biens. On ne peut pas nous interdire. Et rien ne vaut la sécurité des Maliens. Tout ce qu'il faut donner, si les Français avaient joué franc jeu, au lieu de dire on les aide et on nous tue, et on inocule, comme j'ai dit, le virus du pétainisme, c'est-à-dire la défaite. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait 2 ans qu'on tient debout. Ça fait 2 ans qu'on équipe. Ça fait 3 mois, nous avons préparé pendant 6 mois la grande offensive à partir du 28 décembre. Et du 28 décembre à aujourd'hui, nous avons détruit plus de bases terroristes. Parce qu'avant, ils envoyaient des éléments aller attaquer des petits checkpoints, aller attaquer des douanes et des villages. Aujourd'hui, on est allé au cœur du terrorisme. Là, on parle de la présence des mercenaires de... Et donc, vous avez entendu la réaction du Premier ministre Choguel Kokala Maïga sur la question avec Wagner. Il est très ferme. Mais avant de continuer, je voudrais être précis ici. La manipulation avec le peuple ne pourra pas marcher. Quand vous regardez le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, c'est un Peul. Le colonel Malik Diaw, c'est un Peul. Est-ce que vous suivez?
Alors, on veut présenter le gouvernement de transition comme des gens qui sont hostiles à la présence des peuples au Mali. Citez-moi encore ceux qui vont suivre la vidéo, certains peuples qui occupent des postes de responsabilité au plus haut niveau de l'administration publique. Il y a plein de peuples au sein de cette administration publique au Mali. Donc, le cliché qu'on veut tenter d'imposer au gouvernement de transition ne pourra pas marcher parce que la vérité, c'est un gouvernement d'inclusion à la vérité. Est-ce que vous suivez? Alors, je sais que j'ai longuement parlé, je vais tomber rapidement sur ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, vous voyez que Macron est en mauvaise posture, Alassane Dramane Ouattara également est en mauvaise posture. J'ai eu écho, selon lequel on dit qu'il y aurait une annulation de la fête d'indépendance en Côte d'Ivoire. À la vérité, je viens ici pour vous dire que c'est faux. Celui qui va s'opposer à la volonté exclusive de Alassane Dramane Ouattara, en termes donc d'annulation c'est-à-dire, quand je dis, celui qui va s'opposer à la volonté d'Alassane Dramane Ouattara, en termes d'organisation de la fête de l'indépendance, à la vérité, il va se heurter à un mur. Parce que ce que Alassane Dramane Ouattara veut présenter aux yeux du monde entier et aux yeux de ses patrons qui l'ont pratiquement débouté, qui l'ont pratiquement lâché, ce qu'il veut leur démontrer, c'est qu'il a encore la même mise, tant sur l'armée comme sur les forces politiques de l'opposition surtout. Et c'est pourquoi il demande une participation du président Henri Konan Bédié, du président Laurent Gbagbo à la fête de l'indépendance, où il va mobiliser à la limite plus de 4000 hommes. Et en plus de 4000 hommes, il va y avoir plus de 300-400 personnes. 300 à 400 personnes issues du Libéria. C'est des forces en attente qui sont issues du Libéria. Des anciens mouvements de Charles Taylor, de Fodé Sanko et autres. C'est ceux-là qui seront mis dans le dispositif. Mais à la vérité, après la fête d'indépendance, tout ce contingent, lorsqu'il aura fini effectivement toute sa phase de théâtralisation, tout ce contingent, je vous le dis ici honnêtement, sans faux fuyant, ils seront convoyés tout droit au niveau du Mali pour engager l'offensive. Pour engager une véritable offensive. Et quand je vous présente tout à l'heure la déclaration d'un responsable djihadiste qui dit que nous allons frapper le Mali jusqu'à ce que nous arrivions à un état de charia au niveau du Mali. C'est la preuve qu'ils ne sont pas prêts à rebrousser chemin. Ils seront donc appuyés tant au niveau d'Abidjan comme au niveau de la force anti-push et comme en termes donc d'approvisionnement de logistique venant directement de l'Occident pour pouvoir mettre à genoux le Mali. Je vais vous faire écouter et puis on va terminer. Je vais vous faire écouter ça. C'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux quelques jours seulement après la Écoutez, hein. militaire de Kati à Bamako. L'homme, Abou Yeya, est un membre du JNIM, un groupe composé de plusieurs mouvances djihadistes. Tous les jours, les nouvelles attaques vont se poursuivre. Il n'y aura pas de paix tant que nous ne retournerons pas à la charia. Il faut qu'elle soit appliquée dans le pays tout entier. Lorsque cela sera fait, la guerre s'arrêtera et la paix reviendra. Tous les jours, nous allons poursuivre des attaques jusqu'à ce que nous arrivions à un état, de charia. Et ça, c'est un patron de mouvement islamique, ceux qui sont à l'origine de l'attaque d'hier. Est-ce que vous suivez? Et donc, ce que nous sommes en train de vivre au niveau du Mali, c'est une pression à tous les niveaux. Au niveau diplomatique, ça vous le savez, mais au niveau militaire et sécuritaire, c'est une pression que nous sommes en train de vivre de toutes parts. Le contingent des 49 mercenaires du groupe Wagner, les 49 mercenaires, ça ce n'était que la partie visible de l'iceberg.
Mais ceux qui sont déjà en faction, qui ont été déjà déportés sur le sol malien, qui sont autour de plus de 350 personnes qui sont déjà là, sans compter les mouvements islamiques terroristes qui sont déjà en faction sur le sol malien, ajouter à cela ceux qui vont participer au défilé au niveau d'Abidjan, sans compter la force anti-push. Parce que quand il parle de force anti-push, il s'adresse directement à la République du Mali. Parce que si on a décortiqué c'est quoi la force anti-push, quand il y a quelqu'un qui a déjà fait un push en 2020 et qui s'apprête à faire un push en 2025, je pense que ça aussi c'est un push. Mais lui, il voit que le push au niveau militaire. Or, Laurent Gbagbo a une fois dit, le push, il est à deux niveaux, au niveau civil et au niveau militaire. Est-ce que vous suivez? Donc, chers amis, j'ai longuement parlé avec vous. Voilà, j'ai beaucoup de révélations à vous faire. J'ai longuement parlé avec vous, échangé avec vous. Voilà, je vais arrêter la vidéo là et espérer qu'on se revoit demain en fonction donc de l'évolution de la situation sociopolitique. J'ai été tellement ravi donc de pouvoir partager ce temps d'antenne avec vous et de vous donner les moindres détails sur la visite express, opportuniste, mercantiliste du président de la République française en territoire africain. Voilà, donc vous avez pu assister à tout ce ballet, voilà, au niveau du Cameroun, au niveau du Bénin et au niveau de la Guinée-Bissau. Et je suis revenu sur, je vais dire, les tractations qui se font donc au niveau d'Abidjan, parce que Alassane Dramane Ouattara étant lâché par ses parrains dans une phase de rebondissement pour pouvoir effectivement porter le coup fatal à la République fédérale, à la République souveraine, je vais dire, du Mali. Et c'est le lieu ici pour moi d'interpeller le président de la République souveraine du Mali, Assimi Goïta, d'aller plus loin que ce que nous voyons. Quand Sergueï Lavrov descend en Afrique, je pense que c'est le lieu, c'est l'opportunité idéale de pouvoir consolider, renforcer le cadre juridique entre la République fédérale de la Russie et le Mali, de sorte que en cas de remue-ménage, en cas donc de chamboulement, en cas de pépin, et que la République fédérale de Russie puisse apporter un type de réponse rapide, je vais dire en termes donc de sécurisation de l'intégrité territoriale et donc de protection des populations, des personnes, je vais dire, et des biens. Merci infiniment pour ma part. J'ai donc été ravi de participer à cet entretien avec vous. C'était donc votre ami et frère Fédéral 001. Portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci.